Le coup de tocsin. Et c'est Coup de Tocsin de François Coq. Bonjour François Coq. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, enseignant en zone d'éducation prioritaire et auteur de, je vais citer le dernier, La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Alors quel est votre sujet du jour? Je vais essayer d'en faire deux et c'est pour ça que je vais essayer d'être assez D'accord. succinct, mais je suis sûr que nos amis qui sont derrière l'écran savent de quoi je parle. Le premier, je voudrais quand même vous parler du discours de politique générale que devrait prononcer normalement demain le Premier ministre, monsieur Barnier. Et il ne vous a pas échappé que nous n'aurons pas droit, une fois de plus, à un vote de confiance, une fois que celui-ci aura prononcé son discours de politique générale. Vous savez, en général, c'était l'usage, et puis c'est de moins en moins le cas, et puis demain, ce ne Oui. sera pas du tout le cas. Et il faut quand même qu'on voit là un effet de structure et pas simplement une histoire de mode. C'est tout simplement parce que le vote, vous le savez, ne repose plus aujourd'hui sur l'adhésion. Ce que veut éviter M. Barnier, avant toute chose, c'est le rejet. Et avant même d'avoir à être confronté à une motion de censure, eh bien, il ne voudrait pas voir sa pseudo-légitimité s'étioler lors d'un vote de confiance qui ne serait pas forcément gagné, puisque ce qui compte, ce n'est plus aujourd'hui l'adhésion, le nombre de personnes qui sont pour, le nombre de parlementaires et de députés qui vont l'appuyer, mais le nombre de parlementaires qui pourraient, à un moment ou à un autre, le faire tomber. On est donc là dans la conséquence immédiate de l'espèce de vote barrage global que nous avons connu. Hein. Chacun a voté contre les deux autres blocs lors des élections législatives, et du vote sacrificiel qui a été imposé aux Français. Ce qui a une conséquence immédiate, puisqu'il n'y aura pas de vote de confiance sur la déclaration de politique générale, j'insiste, c'est que ce n'est plus simplement la légitimité des dirigeants qui est interrogée, mais c'est y compris la légitimité des politiques qui sont mises en œuvre. Alors, vous imaginez bien que ça, le système, il cherche toujours des parades pour malgré tout pouvoir non pas affirmer une légitimité, mais revendiquer une assise. Dans les élections, c'est, je l'ai évoqué, la question du barrage. Hein. Il faut faire barrage contre les extrêmes, que ce soit le Rassemblement national d'un côté ou que ce soit LFI ou l'extrême gauche de l'autre. Et puis, par-delà les élections, eh bien, on nous ressort toujours le même piège, celui de la dette, du déficit, de la faillite, de la charge qu'on laisse sur nos enfants, nos petits-enfants et tout le reste. Autrement dit, c'est le discours de la grande peur économique et vous l'avez vu être ressorti à foison pendant toute la semaine. Vous avez vu le côté anxiogène qu'il y avait. Monsieur Barnier qui nous dit la situation économique est beaucoup plus dégradée que ça a été dit. Je le cite en l'occurrence. Vous aviez entendu 48 heures avant le ministre de l'économie, monsieur Antoine Armand, vous savez, hein, celui qui, Oui, lors de la oui. passation de pouvoir, disait je mesure la chance d'hériter d'un tel Oui, bilan oui, oui. en caressant dans le sens du poil monsieur le maire. Eh bien, monsieur Armand dire en milieu de semaine dernière que la situation de nos finances publiques est grave. Mm. Je le cite là encore. Et d'ailleurs, il ne s'est pas contenté de ça. Je vous rappelle qu'il a annoncé que le déficit public dépasserait pour l'année 2024 6%. Et si vous me permettez une incise, puisque j'ai évoqué monsieur le maire à l'instant, si je donne quelques chiffres, vous savez qu'en 2023, le déficit public avait d'abord été annoncé à 4,9% du PIB, avant finalement de s'établir à 5,5%. Mais pour l'année 2024, c'est encore pire. Mm. Il avait été voté dans le budget, donc à la fin de l'année 2023, un déficit pour 2024 de 4,4%, qui en début d'année 2024 avait été ramené à 5,1%, puis en milieu d'année à 5,6%, et là, le ministre de l'économie nous annonce qu'il dépassera les 6%. Autrement dit, du côté de monsieur le maire, on n'est plus simplement dans un dérapage, on est dans une dissimulation d'État, et peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que les parlementaires se saisissent de la question. Oui, c'est vrai. Mais mais je reviens à nos moutons. Je vous ai parlé des déclarations de M. Barnier, de M. Armand, de la dette dont on nous rabat les oreilles désormais depuis quelques jours, 3200 milliards d'euros, Mm. 112% du PIB, Mm. il faudrait s'inquiéter. Et puis le nouveau levier qui a été sorti dans la semaine, c'est les taux d'emprunt. Vous avez entendu qu'on nous a dit ah, les taux d'emprunt de la France à 5 ans sont devenus supérieurs à ceux de la Grèce. Les taux d'emprunt à 10 ans sont devenus supérieurs à ceux de l'Espagne, sans réaliser qu'en réalité, le taux auquel la France emprunte sur le marché primaire est inférieur au taux d'emprunt qu'on connaissait il y a simplement 12 mois, et qu'il continue à y avoir beaucoup d'investisseurs qui veulent et qui réclament
clame de la dette française. Si je vous dis tout ça, c'est que ce climat général est entretenu et créé et qu'il y a des concomitances et qui devraient nous alerter. Votre précédent intervenant vient d'évoquer la question de la dette, le rôle qu'elle pourrait jouer sur la scène internationale. Mais sur la scène internationale, il y a un autre acteur, c'est l'Union européenne. Et si on jette un coup d'œil au calendrier, eh bien c'est ce que j'ai fait, et on voit qu'il y a des sacrées concomitances avec les élections et le discours actuel. Le 19 juin, vous vous souvenez que la Commission européenne proposé d'engager des procédures pour déficit excessif contre 7 pays, dont la France. Oui. Des procédures qui ont été validées ensuite par le Conseil européen le 26 juillet dernier. Je rappelle que ces procédures ne sont plus appliquées normalement depuis la crise Covid et depuis la guerre en Ukraine, et qu'elles pourraient avoir des conséquences. C'est-à-dire que même si pour l'instant les sanctions sont jamais directement tombées, elles pourraient aller jusqu'à 0,1% du PIB français, c'est-à-dire 3 milliards d'euros d'amende pour la France. Ça, c'est pour les procédures pour déficit excessif. Mais tous les pays, tous les États membres devaient rendre le 20 septembre, c'est-à-dire hier, devaient envoyer un plan pluriannuel budgétaire. Et la Commission présentera en novembre, entendez bien, une contre-proposition au plan budgétaire de chaque État. Vous rajoutez à ça les recommandations qu'elle devra proposer pour corriger le déficit excessif, avec de nouvelles règles qui vont contraindre les pays à baisser leur déficit de au moins 0,5 points par an. Et vous voyez là, finalement, s'imbriquer le fait que la question de la légitimité des politiques que j'ai évoquée avec le discours de politique générale de M. Barnier nous dit tout de suite qu'elle est écrasée par le fait que M. Barnier est en train d'importer une politique économique depuis Bruxelles. Vous avez vu le glissement qui a été celui de la question des impôts qu'il a posé dès son arrivée à celui qu'on entend désormais, qui est qu'il faut restreindre la surface du service public, qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires et qu'il faut rentrer dans toujours les mêmes politiques austéritaires. Autrement dit, le discours de politique générale de M. Barnier ne sera jamais rien d'autre finalement que la déclinaison du message que Bruxelles veut nous envoyer sur ces questions économiques. On voit là une politique sans légitimité qui arrive tout droit de Bruxelles par la bouche de M. Barnier. Voilà ce que je voulais vous dire à la veille de ce discours de politique générale, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir une fois qu'il aura été prononcé. Oui. Et comme vous savez que je suis très attentif aux phénomènes globaux qui se passent au sein de l'Union européenne et que je ne manque pas d'en informer nos amis auditeurs, je voudrais juste dire un mot, si vous permettez, Allez-y. sur les résultats des élections en Autriche Tout à hier. fait. Oui. Il y avait des élections législatives qui ont vu la victoire du parti FPE d'extrême droite avec 29%, avec une forte progression depuis les précédentes élections. La droite a fortement chuté et passé de 37% à 26%. Et le Parti social-démocrate a atteint son plus bas historique en recueillant à peine 21% des suffrages. Et les Verts, qui sont actuellement en coalition gouvernementale avec la droite, s'effondrent, passant de 14 à 8%. Alors, votre Mais conclusion sur ce sujet, oui. Voilà, ce que je veux vous dire au-delà de ces résultats, c'est que l'Autriche est finalement l'un des cas chimiquement purs de la démocratie minoritaire, qui est un peu ma marotte et qui est, je trouve, une grille de lecture intéressante dans la période. Ce que je veux dire, c'est qu'en Autriche, ils ont connu les grandes coalitions, les gros coups, entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne, entre la gauche et la droite, de 2007 à 2017. Ils ont connu un gouvernement entre la droite et l'extrême droite de 2017 à 2019. En 2020, ils ont eu une espèce de gouvernement de transition semi-technique. De 2021 à 2024, ils ont eu les gouvernements que j'appelle Big Tent, grands chapiteaux désidéologisés entre la droite et les Verts. Et là, ils en arrivent à la victoire de l'extrême droite, mais à une victoire de l'extrême droite qui ne devrait pas lui permettre de former une coalition, parce qu'ils ont un président de la République qui ne devrait pas permettre et mettre dans les mains du vainqueur du FPE la possibilité de former cette coalition. On va donc s'acheminer vers sans doute un autre type de coalition entre la droite, la gauche, mais même d'autres forces d'appoint, puisque même gauche et droite ne suffiraient pas à s'en sortir. Vous voyez bien le bazar monstre dans lequel on est. Il n'y a pas d'issue à la démocratie minoritaire dès lors que l'on s'enferme dedans. Ce que je dis pour l'Autriche vaut pour la France, mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup François Coq, mais on voit que dans tous les cas qu'à chaque fois c'est quand même favorable aux extrêmes et finalement
finalement au gouvernement technocratique qui finit toujours par être celui qui gouverne. Merci encore François Coq. Je rappelle votre livre La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Merci et on vous retrouve et on suivra en effet toutes ces politiques ensemble.